Nous sommes le 8 mars 2021. Vous savez sûrement ce que représente cette journée. Il s'agit de la Journée internationale des droits des femmes. Une journée symbolique de célébration pour certains, l'occasion de dresser le bilan de la condition féminine et de poursuivre le combat de l'égalité homme-femme pour d'autres. Eh bien, en ce qui nous concerne, les conversations autour de la lutte des femmes et de leur place dans la société n'ont rien de nouveau. Au-delà des discours, nous mettons les femmes de l'agriculture à l'honneur dans ce numéro spécial des femmes d'ici. Surtout, ne bougez pas. Ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue dans un tout nouveau numéro des femmes d'ici, un numéro spécial 8 mars. Votre rendez-vous 100% féminin et 100% franc-parler. Ça commence tout de suite sur NCI. Bonjour les filles, bonjour mesdames. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Très bien. Alors je pense que nos téléspectateurs ont pu le constater. Nous sommes déjà avec On est déjà accompagnés. Ouais. C'est l'édition spéciale dont Anne parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est focalisé sur les femmes de l'agriculture. Parce que le père fondateur a dit... Le succès de ce pays, c'est l'agriculture. Exactement. Donc aujourd'hui, nous sommes avec les femmes de l'agriculture, les femmes qui contribuent au succès de ce pays. Bonjour mesdames. Bonjour. On a aujourd'hui Ouayogode Mabiné, présidente fondatrice de la société coopérative simplifiée de l'Union des transformatrices et innovatrices ivoiriennes pour le leadership économique, en abrégé utile. On a aussi Salimata Diakité, transformatrice et traiteur. Comment allez-vous? Ça va très bien. Alors, je vois que vous êtes venus avec beaucoup de choses. Alors, je vous avoue, ça ne va pas nous aider à être très concentrés quand même sur le thème de cette émission. Mais bon, quoi qu'il en soit, on va essayer de rester un petit peu insensible à ce que vous nous avez apporté. Alors, juste avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'on traite de l'agriculture, qui est votre domaine de prédilection, c'est quand même le 8 mars. Et je pense que ce serait bien de dresser avant tout un état des lieux de la condition féminine en Côte d'Ivoire. Donc, les femmes, leurs droits et leurs réalités, c'est le récit de Karine Cassi. On le regarde et on se retrouve juste après. Célébrer la Journée internationale des droits de la femme, une démarche louable. Mais les connaissent-elles véritablement? Non, moi je ne sais même pas que c'est un truc qui existe même en Côte d'Ivoire, franchement. Je n'ai jamais entendu ça là. Personne nous a montré ça. Alors, depuis on est là, c'est la même chose, on est là. Quand tu gagnes à ce coup de poing, tu t'en gasses dedans là. Une femme, c'est un demi-dieu pour moi. Une femme doit être respectée. Bon, c'est ça quoi. Ces lacunes s'expliquent parfois par l'illettrisme d'une frange de la gente féminine et le manque d'information de la part des gouvernements. Selon le Programme des Nations Unies pour le développement, 17,9% des femmes adultes ont atteint un niveau d'éducation secondaire contre 34,4% des hommes. Un des multiples facteurs qui plaçait la Côte d'Ivoire à la 153e place sur 162 pays en termes d'indice d'inégalité de genre en 2019. Ces dernières années, à force de mobilisation, les Ivoiriennes réalisent des avancées notables pour améliorer leurs conditions, même s'il reste beaucoup à faire. L'autre facette de la question, les devoirs. Un point tout aussi essentiel que la femme respecte, quel que soit son rang social, selon Kekemo Abiba. Le devoir de la femme, c'est en gros de faire respecter ses droits. Le devoir, c'est de soutenir son époux dans l'éducation des enfants, de contribuer à la construction de l'État. Il faut situer la femme dans son milieu. Si c'est dans le milieu rural, il sera difficile pour la femme d'apporter une aide pécuniaire à son époux. Mais si c'est une femme dans la société moderne, qui a une rémunération, qui a un salaire, elle pourrait aider son mari à prendre en charge la famille. Contribution financière dans le couple, un sujet qui fait jaser les hommes. L'obligation d'assumer les charges familiales n'est plus du seul ressort du mari. Selon l'article 59 du Code de la famille, la femme a le devoir, au même titre que son époux, de participer aux charges financières du ménage à hauteur de ses moyens et capacités. La société africaine a ses règles, a son mode de fonctionnement. Bon, on copie sur l'Occident, mais l'Afrique a ses réalités. Ça, il faut le reconnaître. L'Afrique a ses réalités. On sait comment fonctionnent les foyers, les ménages africains, et on en tient compte. On a acquis des droits qu'on doit faire respecter. Et nous-mêmes, nous devons être des modèles dans tous les secteurs d'activité. Avoir un droit ne signifie pas s'asseoir sur ce droit et attendre
qu'on nous en accorde d'autres. Avoir un droit, c'est de permettre que ce droit-là soit valorisé, soit revalorisé. Les violences faites aux femmes, le harcèlement sexuel, la discrimination à l'embauche et de salaire et d'autres dossiers tout aussi brûlants demeurent des problématiques réelles pour de nombreuses femmes en mal d'égalité. Alors, mesdames, on a entendu l'Afrique a ses réalités. Est-ce que vous pensez que la journée des droits de la femme aujourd'hui, le 8 mars, est-ce que ça a vraiment un impact sur vous? Est-ce que ce n'est pas juste de la communication qui se fait autour? Je vais être franche, pour moi, c'est encore de la communication. D'accord. C'est bien d'être franche. Dites-nous. C'est encore beaucoup de communication, je dirais même beaucoup de folklore avec beaucoup de femmes, beaucoup de pagnes, beaucoup de dessins, beaucoup de choses. Mais en réalité, nos droits, non, je ne les vois pas. Nulle part, je les vois. Nulle part. Nulle part. Salimata. Je vais dans la même veine qu'elle, mais seulement que je serai... Alors, voilà, je dirais que le fait d'initier déjà le 8 mars, ça, comme la dame le disait, elle ne sait même pas qu'il y a un 8 mars qui existe. Voilà, je pense que ça va rentrer dans les mœurs de chaque femme pour se dire, ah bon, on a un jour qui nous fait honneur. Bon, c'est vrai que pratiquement, concrètement, il n'y a pas grand-chose qui change, mais bon, je me dis que c'est un bon début, quoi. Alors justement, vous pensez toutes les deux qu'il n'y a pas grand-chose qui change, mais vous êtes quand même peut-être d'une génération qui avait vu peut-être des changements par rapport à vos mères, en tant que femmes autonomes, en tant que femmes actives. Est-ce que vous avez quand même l'impression qu'il y a du progrès depuis quelques années dans l'autonomisation des femmes et surtout dans le rôle et la place que l'on donne aux femmes dans la société ivoirienne en particulier? On va dire que la femme a décidé de prendre son destin en main à un moment donné. La femme a décidé de se prendre en charge. La femme a décidé de ne pas être en retrait du développement de notre société. La femme a décidé de prendre le taureau par les cornes. Mais pour revenir à ce qui se passait quand nous, on était enfants, je donnerais tout pour revenir, moi, à cette époque-là. D'accord. Pourquoi? Parce que les hommes de cette époque-là étaient des hommes qui prenaient leurs responsabilités. Papa allait chercher de quoi faire manger enfant, maman et tout le monde à la maison. Maman, elle avait le choix d'y aller ou de ne pas y aller. Et maintenant, maman n'a plus le choix. Maman doit se lever. Maman doit rentrer dans les réalités que nous impose la société. Mais en même temps, papa a décidé que non, maman, il faut qu'elle fasse. D'accord. À l'époque, c'était pas ça. Si maman, elle venait, oui, maman était là. Elle était la bienvenue. Mais aujourd'hui, les hommes nous en imposent. Mais ce n'est pas mauvais. Mais en même temps, il ne faut pas que cette façon d'imposer les choses aux femmes devienne comme une fuite de responsabilité. C'est là où le hic vient. Mais peut-être que c'est pour ça que les femmes se battent, non? Elles veulent... Aussi. Mais c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, les femmes ont décidé de prendre leur destin en main. Parce que si quelqu'un fuit ses responsabilités, qu'à un moment donné, tu te retrouves dans une situation où tu n'as pas le choix, tu es obligé d'y aller. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord aujourd'hui avec justement toutes ces lois qui ont été mises en place pour, on va dire, rendre la femme égale à l'homme, même dans le cadre du mariage, le partage des charges, etc. On a l'impression que vous n'êtes pas forcément d'accord avec Non, je ne suis pas d'accord parce que pour moi, si on remonte à l'origine même de la création, c'est parce qu'il y a une différence entre nous, qu'on a dit il y a l'homme et puis il y a la femme. La femme est trop profonde pour qu'on lui donne, on lui confère un simple rôle d'égal de l'homme. La femme, c'est un monument. La femme, c'est sacré. La femme, c'est deep. On ne peut pas se lever un matin et puis juste sur un bout de papier décider que la femme est l'égale de l'homme. C'est pas une question d'égalité, c'est une question d'apprendre à vivre ensemble, d'apprendre à se compléter. Moi, je ne suis pas d'accord avec la loi qui dit qu'il faut que tout le monde soit chef de la famille. Dans un bateau, il faut qu'il y ait quelqu'un qui commande. Et dans ce cas bien précis, c'est l'homme qui doit commander. Mais le problème de l'homme qui commande, est-ce que ce n'est pas justement le fait qu'il peut le faire parfois aux dépens et dans ses intérêts à lui et pas dans l'intérêt de la femme et parfois la sujettir et la soumettre à des choses dont elle n'a pas envie d'être soumise? Je vais peut-être vous laisser répondre, Salimata. Pour revenir déjà à la question qui est de savoir si les femmes sont plus à l'aise maintenant qu'avant, au temps de nos moments. Je dirais que oui, la femme s'impose d'elle-même. Voilà, la femme s'impose d'elle-même. Au temps de nos mères, c'était place-toi là
et gère ce qu'on te donne de faire. Voilà. Mais maintenant, c'est pas ça. La femme essaie de sortir de sa zone de confort, de faire des choses que les hommes font aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a vraiment un bond vers l'avant. C'est vrai que c'est pas comme on le voudrait, mais je pense qu'on avance bien quand même. Voilà. Okay. Donc, pour revenir à la question qui est... Le chef de la famille. Le chef de la famille. Bon, pour moi, l'homme a toujours été le chef de la famille. Voilà. Mais je pense qu'il y a un chef et un dictateur. Chef et dictateur, c'est différent. C'est ça. Voilà. Donc, il peut avoir un chef, mais avec la femme qui vient en apport. Et puis voilà, comme on le dit, chacun a ses limites, chacun sait ce qu'il a à faire. Moi, ce que je déploie, c'est les dictateurs. Sinon, les chefs, bon, il n'y a pas de problème. Pour que ça soit bien ordonné, il faut un chef quand même. Mais ce qui est frappant dans le reportage qu'on vient de voir, c'est qu'il y a plein de femmes qui ne sont même pas informées qu'elles ont des droits, qui ne savent même pas ce à quoi ces droits-là leur servent finalement. Est-ce qu'il ne faudrait pas commencer par éduquer les femmes, les plus jeunes, sur leurs droits en tant que femmes, pour que plus tard, elles soient tout à fait à l'aise de pouvoir en jouir finalement? Mais c'est le gros travail que nous, les femmes même, devons faire au niveau déjà de la cellule familiale avec nos filles. Nous qui avons connu la première histoire et qui connaissons celle d'aujourd'hui, c'est nous qui devons éduquer nos filles dans la cellule familiale à savoir faire la différence, comme disait Madame Diakité tout à l'heure, entre le chef et le dictateur. Et entre être soumise et être assujettie. Ce sont deux choses que nous devons apprendre à séparer dans notre vie de couple, dans notre vie de famille. Soumise, c'est respecter l'homme, lui conférer son statut de chef et tout. Mais refuser d'être assujetti. Assujetti, c'est carrément disparaître, ne pas exister, subir, accepter, se soumettre au dictat, pour revenir à ce que Mme Diakité disait tout à l'heure. Donc, il va falloir qu'on éduque nos filles dans le sens de pouvoir rester soumises, de respecter le chef de famille, de respecter la famille, parce que la famille, c'est sacré. Il n'y a pas que le mari qui est le chef de la famille, il y a les enfants qui sont nos chefs quand ils sont à la maison. Donc, il faut qu'on leur donne leur respect, en même temps qu'ils nous respectent. C'est comme ça seulement que la société peut évoluer. Peut bien évoluer. Alors, on va revenir un peu. Moi, je suis bien lancée parce qu'en fait, c'est vrai, je suis d'accord. le fait d'éduquer les femmes aujourd'hui ont décidé que ce n'était plus possible de subir et tout ça. C'est ce qui leur est souvent reproché d'ailleurs. On dit, vous maintenant, vous connaissez vos droits, on ne peut plus respirer, vous nous faites littéralement, excusez-moi du gros mot, mais voilà ce que je ne vais pas dire. En fait, dès que les femmes commencent à revendiquer, à prendre leur place, tout de suite on dit oui, c'est pas des femmes soumises, c'est pas des femmes qui méritent d'être dans un foyer parce qu'elles savent ce qu'elles valent maintenant. Et ça, c'est récurrent un peu partout sur les réseaux sociaux. Vous êtes de cet avis-là? Est-ce que quand on connaît ses droits, on ne peut pas en jouir librement, finalement? Oui, mais s'il y a un droit, c'est qu'il y a une loi qui a été votée dans ce sens. Donc on devrait pouvoir en jouir. Mais toujours est-il que, comme la dame le disait dans le reportage, notre société africaine a ses réalités, a ses us, ses coutumes, dont une grande partie, selon moi, ne doit pas être perdue. Parce que quand moi je regarde l'Occident aujourd'hui, tout ce qui s'y passe, non, j'ai pas envie que ça vienne ici. Alors pour moi, il y a des choses qu'on doit préserver pour éviter certaines dérives, jusqu'à preuve du contraire. D'accord. Donc, voilà. Alors, on va revenir un peu à l'agriculture. Vous êtes des actrices de l'agriculture. Le père fondateur a dit que le succès de ce pays, l'économie, en fait, repose sur l'agriculture. On va essayer d'écouter certaines personnes à qui on a posé la question et on revient tout juste après pour un débrief. Oui, moi, je pourrais dire que oui, vraiment oui, parce que jusqu'à présent, le cacao reste encore, on peut dire, l'économie primaire de la Côte d'Ivoire. Quant au cacao, la Côte d'Ivoire est maintenant connue à l'étranger, même en Amérique, même on parle du cacao. Le cacao même reste toujours encore leader mondial. Pour moi, selon mon avis, l'agriculture a perdu sa valeur dans l'économie ivoirienne. Avant, le prix des cacao était élevé. Mais maintenant, quand nous sommes ici, les déchargeurs, disons les chauffeurs de gros camions, quand ils arrivent
Ils font plus de 2 semaines sur le terrain. Quand on leur demande pourquoi, ils nous disent non, on leur demande de diminuer le prix du cacao. Pourtant, ils ont déjà acheté ça à un prix déjà élevé dans les champs. Et quand ils arrivent ici, on leur demande de diminuer pour arriver au prix auquel ils n'ont pas acheté la marchandise. Donc du coup, je considère que l'agriculture n'a plus sa valeur de l'économie ivoirienne. Et bon, je peux dire que c'est possible parce qu'on parle beaucoup du développement du pays. Et lorsqu'on parle du développement du pays, de l'agriculture, c'est sous forme du café, cacao et plusieurs d'autres choses. Donc je pense bien que l'agriculture permet au développement du pays. Bon, moi personnellement, chez moi comme ça, c'est la NACAD. Et ça, on te dit la NACAD est achetée à temps. Aujourd'hui, là, tu vas dans les zones, on te dit ça à 200 francs, à 250. Mais c'est que le prix qu'on dit, et c'est réellement vrai. Voilà, c'est ce qu'ils voient. Raison pour laquelle ils disent que non, je ne crois pas à ce qu'on dit sur l'agriculture. Alors, on l'a entendu dans le micro-trottoir, les avis sur la question de la place de l'agriculture dans l'économie ivoirienne sont assez mitigés. En tant qu'actrice de ce secteur et de l'industrie agricole en particulier, est-ce que vous pensez, vous estimez que le potentiel de l'agriculture en Côte d'Ivoire n'est pas complètement exploité et qu'il y a encore beaucoup à faire malgré la fluctuation des prix des matières premières? Allez-y. Pour moi, l'agriculture reste et demeure le pilier de l'économie ivoirienne. C'est vrai qu'au détriment de d'autres métiers qu'on connaît aujourd'hui, mais ce n'est pas dû seulement à la Côte d'Ivoire, dû à l'industrialisation et tout. L'agriculture a perdu un peu de sa valeur. Mais je dirais que si on soustrait les acteurs du secteur agricole, je pense que l'économie va sentir, comme on le dit, qu'il y a vraiment un manque. Ouais. Donc pour moi, ça reste et ça demeure le pilier de l'économie. C'est pareil, Marine? Moi, je suis encore plus radicale là-dessus. Oui. Sans agriculture, il n'y a pas de Côte d'Ivoire. Ouais. Il n'y a pas de Côte d'Ivoire parce qu'on a la chance d'avoir un pays qui, du sud à l'est, l'ouest jusqu'au nord, a toutes ses capacités, toutes les terres qu'il faut. Et chaque partie de ce pays a quelque chose qu'elle produit. Donc, pour moi, la Côte d'Ivoire reste assujettie à l'agriculture. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour dynamiser le secteur? C'est là où la grande question est posée. Alors, l'une des choses qui m'a marquée quand je faisais des recherches, c'est que 60 à 80% de la production alimentaire ivoirienne est assurée par des femmes. Je vous le confirme. Oui. Donc, qu'est-ce qui fait la force de la femme dans l'agriculture? Parce que quand on entend agriculture, on pense tout de suite aux hommes parce qu'on va labourer et tout. Mais qu'est-ce qui fait la force de la femme? Alors, si vous allez dans nos contrées, parce que moi, dans le cadre de la mise en place des différents projets sur lesquels j'ai travaillé, parce que ça, c'est peut-être mon dernier bébé, mais avant, il y a eu beaucoup de choses. Mais c'était toujours lié à la terre. D'accord. Si vous allez dans nos villages, les hommes font le gros du boulot. Ils labourent. Mais ce sont les femmes qui sèment, ce sont les femmes qui repiquent, ce sont les femmes qui récoltent, ce sont les femmes qui transportent jusqu'au village. D'accord. Donc finalement, c'est les femmes qui font le gros du boulot. C'est les femmes qui font le gros du boulot. Je veux dire le gros du boulot. Ce sont les femmes qui font le gros du boulot. Parce que nous sommes plus minutieuses, nous sommes plus précieuses, nous sommes plus regardantes sur les détails. Si vous allez, quand les gens brûlent au champ, ce sont les femmes qui mettent le feu sous les bois parce que ce sont elles qui rassemblent le petit fagot autour de l'arbre, qui mettent le feu. On est beaucoup plus méticuleuse dans les choses. Donc, quand il s'agit des travaux les plus fins où la main doit intervenir, ce sont les femmes. Ce sont les femmes. Et ça se voit. Effectivement. Vous voulez ajouter quelque chose moi, je dirais que pas seulement l'agriculture, même si le thème c'est l'agriculture, la femme est la base de toute activité quand même. Ouais. Voilà. Donc, ça serait, je veux dire, imaginable de soustraire l'agriculture de ce lot-là. Alors, les femmes, comme elle a dit, sont minutieuses et elles ont le souci, elles ont ce souci maternel-là de nourrir. Voilà, donc déjà avec cet esprit-là, elles sont plus motivées, engagées à produire quelque chose. D'abord pour la petite famille et ensuite pour tout le village et puis toute la nation. Alors, vous êtes dans la transformation de nos produits locaux. Est-ce que vous pensez que c'est un secteur qui peut relancer durablement l'agriculture et l'économie ivoirienne de façon générale? Mais c'est la seule façon
de dynamiser notre agriculture, de transformer sur le plan local. Mais c'est vraiment la seule façon. Parce que sinon, il n'y a pas de retour. Moi, je vous donne un exemple tout simple. Ça, c'est du placali. D'accord? Emballé comme ça, on va me dire, ah, mais je fais ça pourquoi? Parce que si je transforme le placali, je permets aux femmes qui produisent de manioc dans la région de Zionoula où on fabrique ce placali, d'avoir à côté d'elles une structure qui récupère leur manioc, qui le transforme sur place et qui font un produit fini qui vient sur les marchés. Parce que quand il n'y a pas ça, elles font peut-être un petit carré de manioc et puis elles sont obligées de venir s'asseoir en bordure de route avec leur sac de placali qui peut rester là pendant 1 semaine, 2 semaines. Pendant ce temps, la famille, elle vit comment? Pendant ce temps, il y a des risques que ce manioc-là, il pourrisse, qu'il tourne. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Si on transforme en produits finis comme ça, qui sont bien conservés et sous vide et qui peuvent rester beaucoup plus longtemps, on récupère une grosse partie de cette production-là et puis ça leur permet de produire derrière. Donc, nous, on fait un travail en amont, dans ce sens où on va vers les femmes qui font l'agriculture, on leur récupère leurs produits et on leur donne encore matière à produire. Le temps aussi. Le temps. C'est beaucoup plus rentable pour elles. C'est beaucoup plus rentable pour elles de faire ça que de cultiver, de ne pas avoir de débouchés et de devoir s'asseoir avec leurs marchandises. Je vais vous donner une information qui va vous choquer. Allez-y. Il y a peut-être 40 ou 50, même 60% de la production agricole qui n'arrive pas dans nos assiettes, encore moins sur les marchés. Qui gâchait, vous voulez dire? Qui reste dans les champs parce que défaut de transport, défaut de transformation, défaut de... Mais c'est pas possible de vivre comme ça. Alors, pour revenir aussi à ce que vous disiez tout à l'heure concernant donc, les femmes qui sont vraiment le plus impliquées même dans tout ce qui est plantation, etc., agricole, j'ai même une information donc, selon la Banque africaine de développement, une lettre d'information du 27 août 2015 qui dit qu'en Côte d'Ivoire, la production de cacao concentre une main-d'œuvre à 68% féminine, mais que seulement 21% des revenus générés vont aux femmes. Et j'imagine que cela va aussi sur d'autres types de plantations. Qu'est-ce qui explique cela, à votre avis? On va encore revenir sur le droit des femmes. Voilà, c'est lié. Parce que moi, je suis du Nord. Donc, je suis beaucoup plus imprégnée dans les réalités du Nord que celles du Sud. Alors, si vous prenez l'anacarde, qui a les mêmes réalités statistiques que le cacao, la femme fait tout le boulot avec les enfants pour aller récolter, pour aller semer l'anacarde, nettoyer sous le champ, aller ramasser l'anacarde et tout. Et puis, une fois que tout ce petit travail est fait, que l'anacarde est achetée, c'est à l'homme que revient d'empocher l'argent. D'accord. Chef de famille. Et c'est toujours le chef de famille qui empoche l'argent. Et très souvent, dans nos contrées, dès que l'argent y rentre, c'est la deuxième femme. C'est la maison en dur, c'est la nouvelle téléplasma, c'est la grande moto et tout ça. À quel moment la femme, elle bénéficie de cet argent? Est-ce que c'est pas parce que justement, elle n'est pas chef? Oui. Ou là, parce qu'elle ne connaît pas tous ses droits, en fait. Voilà. Là, elle ne sait pas tous ses droits, elle ne sait pas qu'elle a travaillé. Il faudrait qu'on lui donne sa part, si je peux le dire. Il n'y a même pas de contrat en bonne et due. Je voulais dire, comment est-ce qu'elle travaille? Elle ne peut même pas en parler. Elle ne peut pas en parler, malheureusement. Déjà, dans nos contrées, la femme ne peut même pas parler de terre. Ah, donc de terre à elle-même, en fait. Justement, c'est ça aussi. C'était une autre question, c'est de savoir si les femmes ont le droit d'être aussi propriétaires de leur terre. Parce qu'en général, on ne voit pas ce genre de choses. Il faut que ça vienne. Ouais. Il faut que ça vienne. En ville, mais c'est ce que je dis toujours. En ville, ça se passe. Actuellement, chacune peut se lever, acheter son terrain. Mais dans les contrées, c'est un peu plus compliqué parce que la plupart du temps, c'est un héritage familial. C'est l'homme qui hérite de cette terre-là, c'est pas la femme. Voilà, patriarcat la plupart du temps. Et même quand c'est matriarcat, c'est géré après par un neveu. Oui, c'est ça. Voilà, donc c'est difficile. Moi, je me suis entendue dire des fois au village, mais toi, tu viens nous fatiguer avec tes histoires de... Tu viens faire le champ, tu veux les terres, tu veux ci, tu veux ça. C'est fou, hein? Ouais, c'est les mentalités qui doivent changer finalement. Mesdames, on va revenir tout de suite et continuer cette discussion. Ce sera juste après une courte page de pub. Surtout, ne bougez pas. À tout de suite. Bienvenue
Bienvenue si vous nous rejoignez. Vous êtes sur NCI dans votre émission favorite, Les femmes d'ici. Et aujourd'hui, c'est le 8 mars. On fait une édition spéciale 8 mars avec toutes les femmes et les femmes de l'agriculture. Nous sommes avec Wayogode, je suis vraiment désolée. Wayogode Mabiné, présidente fondatrice de la Société coopérative simplifiée de l'Union des transformatrices et innovatrices ivoiriennes pour le leadership économique, en abrégé utile, et Salimata Diakité, qui sont venues les bras chargés, comme toutes femmes d'ailleurs, elles sont très généreuses. Et avant de manger, je sais qu'on a toute envie de manger. De savoir ce que vous nous avez emmené. Voilà. Et juste avant de manger, moi j'aimerais savoir votre quotidien. Comment ça se passe quand vous le travail, toute la chaîne? Ça a commencé à 5h30. D'accord. À 5h30 déjà, je suis debout, en femme musulmane, je fais ma prière. Et puis tout de suite, je suis dehors, là où je me trouve, pour commencer à aider les femmes à faire la mise en place, à donner les instructions pour la production et tout. Et puis ça se termine des fois à 20h, 21h. Il n'y a pas de week-end parce que le week-end, on travaille en laboratoire. C'est là qu'on s'inspire pour sortir de nouvelles recettes. C'est quelque chose qui vous prend à 200%. Énormément de temps. C'est passionnant. Même quand on dort. C'est dans la tête. Salut, Moi, déjà, je travaille entre, je dirais, 23h et 5h du matin. Ah bon? Ah oui, pour d'abord exécuter les commandes pour mes clients étant traiteurs. Et aussi, dans le calme plat, penser à mes nouvelles recettes. Voilà. Et après, c'est les livraisons, les rencontres avec les clients et puis bien après penser à d'autres événements. Et voilà comment ça se termine quelquefois vers 20h et puis bon, on se repose un peu. On reprend à 23h. Alors, vous êtes venu avec beaucoup de produits. Je pense qu'on n'aura pas le temps peut-être de tous les décrire et les détailler, mais vous pouvez nous présenter un petit peu l'une et l'autre? Alors, on va dire qu'ici, l'essence déjà, ça c'est le placalier. Comme nous, les Ivoiriens, on aime bien le placalier. C'est important. C'est une grosse innovation dans ce sens où ce placalier-là, je l'ai appelé placalier express. Parce qu'il n'y a plus besoin de piler, de rien. Il faut juste prendre, le mettre dans la casserole, rajouter de l'eau, délayer et puis faire son placalier. Facilite ça facilite les choses. Parce qu'on vit dans une société aujourd'hui où nous, les femmes, on court. Donc il faut mettre des produits qui accélèrent les choses. Alors ça, c'est la tomate pelée. Qui se conserve. Parce que quand je vois tout ce qu'on a comme production de tomates qui part aussi comme ça, on a décidé de faire la conservation de la tomate. Donc il y a la tomate pelée, la tomate concentrée, la tomate concentrée. Mais tout ça, c'est pour conserver ce qui est produit. Et c'est quoi le liquide de conservation de... Il n'y a rien dedans. Quand on a fini, qu'on a mis la tomate dans le bocal, c'est la tomate qui transpire. Il n'y a aucun liquide dedans. Alors ça, c'est du 100% naturel. Et bio. Et bio. Voilà. Et ça peut durer comme ça combien de temps? Tranquillement. non. C'est-à-dire qu'un an fermé totalement. Fermé. Une fois qu'il est ouvert, il faut le conserver au frais ou il faut le consommer tout de suite. D'accord, très bien. Et là, il y a la tické. qu'on a fait comme ça. Ça, c'est la première crue de nos élèves en matière de transformation en attiqué. Et je vous confirme que franchement, la texture, même dans le plastique, c'est génial. Alors ça, c'est notre gros bébé, notre gros challenge. Parce que chaque fois que je regardais les Ivoiriens boire le Quaker alors qu'il n'y a pas de blé chez nous, faites passer. Ça, c'est du blé? Du blé? Du coup, je me suis dit non, c'est pas du blé, justement. C'est du sésame. Ce sont des flocons, mais de mil. Flocons d'avoine. Non, de mil. Flocons de mil. Même pour faire le déguet et tout ça. Oui, ça peut s'utiliser. Au lieu de consommer l'avoine, on peut consommer ça en petit déjeuner. D'accord. Et on le consomme comment, pardon? Il faut le faire cuire comme on cuit le Quaker, le même temps de cuisson, 5 minutes, de lait, et puis voilà. Exactement comme vous buvez le flocon d'avoine. Waouh! Et on le laisse juste reposer un petit peu pour qu'il prenne un peu l'eau, enfin le liquide et puis. Non, exactement comme le Quaker. Après, on ajoute un peu de lait, un peu de sucre et c'est fini. Et c'est bon. D'accord. Super, on va essayer. Doucement avec le sucre quand même. Ouais, c'est vrai. Doucement avec le sucre. Miel ou quelque chose. Alors ça, ce sont les pépites de sésame pour le yogourt. Je vous dis une chose, c'est quelque chose qui attrape. Ah, ça. Les nougats de sésame. Ah oui, ça a l'air. Et puis ceux-là sont la star de la Scopiti. Ce sont les biscuits de baobab. Ouais. Ah ça, j'aimerais bien essayer.
ça là, c'est trop Il faut bon. voyager la Côte d'Ivoire. Ouais, Nous, on c'est est ça. fiers de ce produit. Ah oui, hein, parce qu'il est apprécié partout. On est fiers de ce Mais produit. comment vous communiquez pour permettre justement, même ici en Côte d'Ivoire, à ces Ivoiriens d'avoir accès à ces produits facilement? Alors, j'ai une page Facebook qui s'appelle Le Grenier, qui est très, très, très suivie. Après, quand je suis passée en Scoop Utile, j'ai changé le nom. Nous sommes très suivis sur cette page. Et puis, j'ai une aire commerciale qui est très, très, très forte dans son travail. C'est Salimata. Donc, on va dire que ça a été 3 ans d'élaboration de recettes, 3 ans de mise en place de la production avec toutes les galères qu'on a connues. Et c'est maintenant que le concept de la maison de la transformatrice est en train de prendre forme. Donc, à Korogo, on a mis en place la maison de la transformatrice de Korogo pour... c'est là-bas qu'on fait ces petites merveilles-là. Ensuite, à la fin de ce mois, on va ouvrir à Zionoula la maison du manioc. Ensuite, à Divo, la maison du gingembre pour faire ça. C'est du gingembre confit au miel. D'accord. Et ça, c'est du gingembre torréfié et confit au miel. C'est de la confiture, en fait. Oui, on va dire. C'est Mais comme la confiture, on peut c'est manger utilisé... avec. Non. Ça, c'est pas fait. Ça, c'est pour le boire en infusion. Et ça, c'est pour le croquer. Quand vous avez un problème d'affection des voies respiratoires, d'angine, de tout, 3 jours, c'est bon. Il n'y a pas besoin de prendre On va des laisser médicaments. Salimata. Est-ce que vous pensez que les Ivoiriens maintenant, enfin ici, localement, qu'on comprend l'utilité et la nécessité de consommer local, tout simplement? Je pense que ça va s'imposer à nous. Ouais. Voilà, parce que je pense, dans chaque famille ivoirienne, il y a des agriculteurs. Donc, on pense un temps soit peu que maman ou papa fait son champ et après, le fruit de du labeur-là reste stocké ou se perd. On réfléchit à comment transformer, raison pour laquelle j'adhère carrément à l'idée de Madame Mabiné. Et nous, derrière, nous les cuisiniers, restaurateurs, nous devrions utiliser ces produits-là. Raison pour laquelle moi j'utilise le sésame, voilà, pour faire des panais de crevettes. C'est ce que vous avez là en face de C'est ce que j'ai là. Ouais. On va goûter. D'accord. Donc là, vous avez des panais de crevettes. Vous avez des crevettes, des crevettes au sésame, c'est ça? Oui, Et là, crevettes de sésame avec du poulet pané au sésame. D'accord. Ici, j'ai du croquant de plantain. Croquant de plantain. Oui. C'est la banane. Banane plantain. D'accord. Pané à la semoule de manioc. D'accord, à la semoule de manioc. De manioc, voilà. Anna, il faut poser des questions. J'ai dit semoule de manioc. Attends, moi je commence. Qu'est-ce que vous avez J'ai dit la semoule de manioc, c'est pas la tiki. C'est le gari, d'accord. C'est super bon. Voilà. Attendez, on va vous dire ça tout de suite. C'est accessible en termes de coût. Parce que si c'est transformé, j'imagine que c'est un peu plus cher. Écoutez, notre souhait à nous, c'est... vous voyez ça, par exemple? Pour le moment, on les fait à la main et c'est super laborieux. Ouais, j'imagine. Notre souhait à nous, c'est d'industrialiser un tant soit peu tout ça pour réduire nos coûts de transformation et effectivement venir à répercuter cette réduction-là sur le coût de nos produits. Mais on y travaille, on va y arriver. Et l'un des premiers droits que je réclame ici sur ce plateau pour les femmes, c'est que l'État doit mettre en place tout ce qu'il nous faut pour avoir les financements, pour nous soutenir. Alors dans justement, tout c'est une ce vraie qu'on question. fait, parce que je peux vous dire qu'à ce jour, malgré tout le bruit que nous faisons, pas un copec. Vous êtes sérieux, il n'y a pas de subvention, rien du tout? Rien. Ça, c'est avec nos propres moyens et avec l'aide de nos marraines qui nous ont retrouvés sur Facebook, qui vivent aux États-Unis, qui ont décidé de nous aider, qui nous envoient des subventions pour installer une telle ou une telle autre maison pour les femmes ici en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez quand même fait des demandes? Vous avez essayé de solliciter l'État? Vous savez, à un moment donné, on est fatigué de demander. Non, mais déjà, est-ce que vous avez déjà demandé? Si vous avez demandé qu'on n'a pas répondu... On est fatigué parce que des fois, quand vous allez prendre un rendez-vous, les gens, ils vous font tourner. Après, on en a marre parce que c'est une perte de temps. Ouais. Moi, si je dois me déplacer pour venir au plateau, pour aller m'asseoir 1 heure ou 2 heures dans un ministère pour attendre qu'on me reçoive... Ça porte des fruits. Qui produit après? J'ai pas le temps. Je dois courir, je dois faire prospérer ce projet. Parce que nous, en 2 mois, on a créé au moins 45 emplois. Ah oui, comme... Vous pensez que si je m'asseyais dans les couloirs des ministères, on aurait pu réaliser ça? D'accord. Non, on n'aurait pas pu. Et tous? Dans le titre même de votre société coopérative, il y a leadership économique.
pourquoi vous employez cette terminologie-là? Est-ce que vous estimez que c'est parce que dans ce secteur-là, on peut justement créer des leaders? Oh oui. Si vous voyez la définition finale de la scoop, c'est utile. Ça a été réfléchi et pensé. Parce que si on transforme, il faut qu'on transforme pour que ça soit utile à la consommation. Si vous allez transformer un produit qui n'entre pas dans la consommation de la population, vous n'avez rien fait. Donc nous, quand on transforme, quand on crée un produit, il faut que ce produit-là serve à la population. Sinon, on ne le fait pas. J'ai souvent des exemples. Tout le monde s'est lancé dans la transformation de la banane plantain en farine. Ouais. Si je te dis à toi, la farine de plantain, qu'est-ce que tu en fais? Je te donne de la farine de plantain tout de suite. On pourrait aussi faire un peu comme du foutou? Quelque chose on a pris la farine, le plantain, on l'a séché, on l'a réduit en... Pas fait de foutu avec ça. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? Ah non, parce que je me suis dit, ça pourrait être un peu comme le placali, quelque chose comme ça. Donc ça veut dire que tu ne sais pas quoi en faire. Ouais. En gros, c'est ça. Je le reconnais, je ne sais pas. C'est la réponse que j'attendais. Si tu prends de la farine de manioc, que tu la places dans un foyer ivoirien, la farine d'igname, personne ne saura quoi en faire. Mais il y a eu le boom où toutes les femmes se sont lancées. Tu passes ici, farine de banane, farine de ceci, farine de cela. Et puis après, il n'y a rien derrière qui dit comment il faut utiliser ça. Ah, vous voulez dire la méthode? Quand on crée un produit, il faut mettre une recette à disposition de la population pour qu'elle se dise, oui, ça, je peux l'intégrer dans mon alimentation, mais c'est comme ça que je dois l'utiliser. Oui. Donc, on fait ce travail-là aujourd'hui. Donc, pour dire utile pour nous, c'est ça. Il faut transformer utile. Donc, le nom de notre scoop ramène à l'utilité du travail qu'on fait. À l'utilité pour les populations et à l'utilité pour nous-mêmes qui sommes les femmes actrices du secteur. Alors, comme vous avez dit tout à l'heure que vous avez des problèmes d'accès à des financements, donc si on doit énumérer, si vous deviez énumérer la liste des propositions que vous souhaiteriez faire au gouvernement aujourd'hui pour faciliter justement ce genre d'activité, qu'est-ce que vous leur diriez? Dans un premier temps, vraiment permettre aux femmes d'avoir accès aux fonds qui sont mis en place pour les femmes, parce qu'ils existent. Déjà, choisir les personnes à qui donner ces fonds-là. Parce que très souvent, ces fonds-là sont attribués à des gens qui n'en font pas ce qu'il faut. Et le deuxième problème qui est le plus grand que nous avons, c'est la commercialisation de nos produits. Absolument. Il faut que l'État légifère sur une règle qui oblige nos supermarchés à ne pas nous demander des certificats. Non, même pas des certificats, des fonds, de payer pour déposer. Non seulement ils n'achètent pas, non seulement ils ne payent pas quand vous allez livrer, ils vous demandent encore de payer et puis c'est pas des petites sommes, c'est à coup de millions qu'il faut déposer pour pouvoir avoir accès à un marché. Si vous allez dans les boutiques des stations, il faut avoir 10 millions pour pouvoir être référencé dans les stations. Donc qu'est-ce que vous faites? Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une grande majorité de produits importés. On est d'accord, mais parce qu'on veut nous imposer ça. Donc c'est à l'État de prendre ses responsabilités, de décider que s'il y a des gens qui font la transformation des produits locaux, il faut que ces gens-là aient leur place dans les grandes surfaces. Mais sans trop de tracasseries autour. Déjà, quand on dépose, il faut attendre 60, 90 jours. Si vous n'avez pas de fonds de roulement conséquents pour pouvoir continuer le travail, vous êtes mort. Salut Mata. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, 2 minutes environ. Je suis vraiment désolée, allez-y. Alors moi, je dirais que les produits sont vraiment utiles pour les restaurateurs, les cuisiniers, parce que bien avant de découvrir le sésame et tout, j'achetais de la panure importée. Ah, d'accord. Voilà. J'achetais de la panure importée, mais après, je me suis dit, mais attends, mais on a le sésame ici, qui est fait par un groupe de femmes. Je suis une femme, mais pourquoi ne pas essayer? Alors voilà comment j'arrive à cette recette-là et puis c'est vraiment apprécié de par mes clients. Donc je dis que c'est une très bonne chose parce que l'agriculture, la transformation et l'utilisation dans nos assiettes, c'est toute une chaîne. Et lorsqu'une chaîne se brise, je pense que tout va dégringoler. Tout va dégringoler. Juste avant qu'on termine avec vous, je vois l'Union des transformatrices et innovatrices. Vous êtes un groupe de personnes, vous travaillez avec d'autres personnes? Oui.
On va dire que j'ai commencé avec le grenier de la Bagoué et puis mon envie de partager tout ce que j'avais mis en place avec d'autres femmes m'a emmenée à créer la société coopérative et j'ai partagé un peu mes compétences avec les femmes qui sont là et puis on continue. On a l'intention de s'imposer partout en Côte d'Ivoire pour reprendre ce leadership économique. Et je suis sûre que ça va se faire. Est-ce que vous avez aussi pour ambition, mesdames, d'aller au-delà de la Côte d'Ivoire, un petit peu de Oui, faire... on est sollicité au Burkina, au Bénin, on va y arriver. On a vraiment l'intention d'aller très loin, le plus loin possible. Merci beaucoup à vous. C'était un plaisir d'être en votre compagnie. Et notre mot d'ordre, c'est Força. 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 En tout cas, c'est sur moi maintenant. Là, je mange plus rien. Je mange que des choses du terroir. Voilà, il faut. Super. Elle a fait le vœu. On va voir si ça tient. Sauf si vous m'invitez dans les restaurants. Alors, vous ne partez pas, mesdames et messieurs. On continue l'émission tout juste après une page de pub. À tout de suite. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le plateau des femmes d'ici, un plateau plus féminin que d'habitude, j'ai envie de dire, et une émission encore plus focalisée sur les femmes. 8 mars oblige, n'est-ce pas Aurélie? Et oui, et comme on a dit, les femmes sont à l'honneur tout au long du mois de mars. Et dans notre rubrique d'aujourd'hui, Didia va nous parler de ces femmes ivoiriennes inspirantes qui sont des modèles de réussite et des exemples à suivre. C'est dans ce qu'on retient tout de suite. Alors, oui, pour rester dans le thème des femmes, et vu que c'est un mois qui est consacré à la lutte pour nos droits, j'ai choisi de vous parler de 3 femmes au parcours inspirant, et ce sera comme ça tout le mois de mars, à compter d'aujourd'hui, tous les lundis. Voilà. Génial. On commence par Akissi Kwame, qui est médecin général de brigade. C'est la première femme à avoir atteint le grade de général dans l'armée ivoirienne. Rien que cela. Ouais, c'est vrai. Rien que cela. Ouais. En 1983, elle présente sa thèse en médecine et devient ainsi la première femme officier avec le grade de médecin lieutenant dans l'armée ivoirienne. D'accord. Elle a d'ailleurs reçu le 8 mars 2012, donc c'est une date anniversaire, les honneurs de la nation en tant que chevalier dans l'ordre du mérite ivoirien. Le 3 août 2012, chevalier de l'ordre national, et le 15 septembre 2012, elle reçoit le mérite de la femme. Alors, au-delà d'être une figure emblématique, c'est une femme pour qui j'ai beaucoup d'admiration et de respect. Et c'est vraiment un modèle de réussite et d'exemple pour les jeunes filles, donc pour nous, voilà. Ouais, surtout qu'elle est pas forcément dans un domaine qui est... Exactement, dans un domaine où on l'attend. Et c'est ce que je ne comprends toujours pas chez Akissi, c'est qu'elle a été la première femme. Et depuis, il n'y a toujours pas de femmes qui sont générales, en fait. Ça fait quoi, mais c'est beaucoup plus... Maintenant, c'est beaucoup plus... Je pense qu'il faut avoir de la niaque. Ah ouais, c'est difficile. Voilà, pour pouvoir avoir une formation comme elle a eu, il faut avoir du courage. C'est vrai que... Il y a des femmes, il y a quand même des femmes qui... Il y a beaucoup de femmes militaires maintenant, je veux dire. Il y a plein de femmes militaires qui font des formations, capitaines, mais pas générales. Ouais, ça va bien venir. Vraiment. On poursuit avec Jacqueline Loès Hoble. Elle est le premier professeur juriste de l'Afrique subsaharienne de la faculté de droit d'Abidjan. Donc, vraiment, j'ai choisi des top. Elle est la cofondatrice et présidente des facultés ivoiriennes privées d'Abidjan, FUPA. Et en février 2008, elle devient présidente du tribunal arbitral à la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA. Voilà. Très bien. Je sais que vous savez ce que c'est que l'OHADA. Mais on la connaît surtout pour sa forte présence sur la scène politique. Ça a été la seule femme à poser sa candidature pour être présidente de la République en 2010. Ouais. Et elle a été le porte-parole de l'ancien président Laurent Gbagbo. Voilà. Donc c'est aussi une femme qui a compté et qui compte toujours dans le paysage politique ivoirien. La semaine prochaine, je vous parle de 3 autres superbes femmes qui comptent dans le paysage ivoirien. Elles aussi. Voilà. Merci beaucoup, Dija. Et on a hâte d'être à la semaine prochaine pour découvrir encore d'autres femmes inspirantes et d'autres femmes battantes. Mesdames et messieurs, vous ne partez pas. On continue l'émission dans un tout autre registre juste après la pub. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez pour la toute dernière partie de ce numéro des Femmes d'ici, on change effectivement de registre. C'est le moment où on vous présente ces coups de gueule ou coups de cœur de l'actualité. C'est dans le Ça crush ou ça clash, tout de suite. Alors, sincèrement,
Pour vous dire la vérité, je ne sais pas si c'est un crush ou c'est un clash. Je me positionne déjà comme, on va dire, la neutralité. Et c'est plutôt vos avis que j'aimerais savoir si vous considérez ça comme un crush ou un clash, vous me direz. D'accord. Mais on parle bien sûr toujours de cette phase coronatique, si je peux me permettre de parler comme ça, où la Côte d'Ivoire reçoit, on va dire, a reçu donc, les premières doses du vaccin anti-Covid par le mécanisme COVAX. Ces vaccins qui ont été produits sur licence par le Serum Institute of India en Inde. Et il s'agit du deuxième lot expédié et livré en Afrique par le mécanisme COVAX dans le cadre d'un effort sans précédent pour fournir 2 milliards de doses de vaccins en Afrique. Et la Côte d'Ivoire, comme j'ai dit, est le deuxième pays. Et cela est comme d'après ce que le docteur Eugène Akawele, ministre de la Santé, dit, et c'est une étape importante dans la lutte, etc., contre le coronavirus. Néanmoins, il y a cette polémique qui dit que les vaccins sont venus pour tuer les Africains, il ne faut surtout pas se faire vacciner. La fondation Melinda et Bill Gates, ils font n'importe quoi. Qu'est-ce que vous en pensez en réalité? Est-ce que vous seriez d'accord pour vous faire vacciner ou pas? Alors, franchement, moi, je pense pas qu'on puisse envoyer quelque chose pour tuer tous les Africains. Merci. Je ne sais pas pourquoi. On a fait... Les Africains, toujours c'est nous, on est les victimes. Toujours c'est nous, on veut tuer. Il y a quoi? Les autres, là, ils ont fait les vaccins, ils ne sont pas morts. Ou bien, ce n'est pas les mêmes vaccins qu'on a. On va prendre souvent des médicaments traditionnels. On ne sait pas ce qui est dedans en bois. Mais là, le vaccin, on en voit là. On dit, on veut savoir ce qui est dedans forcé. Moi, je ne pense vraiment pas que ce soit pour tuer les gens. Je pense juste que... Jusque-là, les gens n'ont pas encore développé des effets vraiment secondaires. Je pense que les gens étudient des choses et puis il faut arrêter d'être un peu sceptique sur les trucs et puis il faut se faire vacciner. Moi, je me ferais vacciner en tout cas. Moi aussi, absolument. Je pense qu'en fait, la crainte qui est peut-être légitime, c'est le fait que le vaccin a été conçu très, très rapidement par rapport à la moyenne historique de conception de vaccins, surtout dans ces cas de figure d'épidémie à l'échelle mondiale. Donc, effectivement, on peut avoir un petit peu peur des effets à long terme parce qu'on ne les connaît pas forcément. Les essais cliniques et précliniques ne peuvent pas donner ce type de réponse. Ceci dit, le côté théorie conspirationniste, oui, nous les Africains, on veut nous tuer. Pourquoi on veut nous tuer? Parce qu'on est tuable. Je sais pas, non, encore une fois, je pense que COVAX, c'est un système qui a été mis en place avec tous les acteurs du monde et tous les pays, les représentants des pays du monde qui font partie de ce mécanisme de solidarité qui veut que les pays les moins riches puissent aussi obtenir le vaccin. À moins vraiment qu'ils soient tous naïfs et qu'ils soient tous fait doubler, je pense vraiment quand même que les choses sont faites de manière assez sécure. Et surtout, il faut, je pense, après, dépasser un petit peu ces croyances. Je pense que c'est vraiment fondé sur rien. Moi, j'estime que s'il n'y a pas de preuve que quelque chose est mauvais, eh bien, on va arrêter de juste supputer, supposer, et puis je pense que ça, c'est le revers aussi des réseaux sociaux. Hein. C'est exactement, c'est ça. Il met une petite graine, et puis paf, ça prend de l'ampleur, et tout le monde tout de suite. Les gens adorent ça. À en parler. Je rejoins vos avis. Hein. Je ne pense pas que ce soit fait pour nous tuer. Et si c'est ce qui les fait rechercher, je pense qu'il y a beaucoup d'autres façons plus rapides de finir avec nous. Donc, ce n'est pas par un vaccin. On peut comprendre, effectivement, que les populations soient réticentes à l'idée de recevoir ce vaccin-là, parce que, comme Anan a dit, il a été fait très rapidement. Mais de là à vouloir nous tuer ou nous donner des maladies, franchement, je ne suis pas du tout de cet avis-là. Et s'il y a lieu de me faire vacciner, je le ferai. Oui. Surtout que moi, je pense vraiment qu'on va arriver à un stade où ceux qui ne seront pas vaccinés auront beaucoup de mal à se déplacer dans ce monde. En fait, tu n'auras pas vraiment le choix. Donc, en fait, si tu veux vraiment pouvoir peut-être avoir la vie presque d'avant, entre guillemets. Continuer tes activités. C'est vrai que le vaccin, il vient juste d'arriver et je fais partie de ces personnes qui estiment que, comme tu l'as dit, c'est trop tôt aujourd'hui pour juger de on va dire, de l'efficacité et surtout des problèmes, des effets secondaires à long terme. Donc, du coup, je me demande, est-ce qu'il ne faut pas encore attendre un petit peu, encore peut-être une année, même si c'est vrai qu'on reste quand même... Mais à long terme, ce sera pas dans une année. C'est compliqué dans la vie, en général, toujours rester masqué, voilà. Mais bon, écoutez, le truc, c'est que si tu attends... Je réfléchis encore. Si tu attends aussi, tu ne pourras pas vaquer réellement à tes occupations. Surtout si tu es quelqu'un qui doit aller à des festivals, comme nous qui voyagent beaucoup, ça sera compliqué parce que ça sera vraiment une obligation, tu vois. Alors, par souci de temps, je ne veux pas vous couper les filles, mais il faudrait qu'on passe aux autres. Je vais prendre la parole juste parce que le mien, il a un rapport avec le Covid, et donc du coup, je pense que ça va être une transition assez intéressante. C'est un crush en ce qui me concerne. Alors, c'est la journée de la femme, et on le sait, on le dit souvent sur cette émission, que les femmes ont tous les maux du monde, malheureusement, alors que ce soit
le fait qu'elles portent les enfants, du coup elles sont toujours un pied dans la tombe quand elles sont enceintes. Enfin bref, il y a plein de choses que les femmes subissent par la nature, tout simplement. Eh bien, il faut savoir, d'après une étude qui vient de sortir, que les femmes représentent une proportion légèrement inférieure d'infections et de décès liés au Covid-19 par rapport aux hommes. Donc c'est une étude, une analyse préliminaire de l'Organisation mondiale de la santé dans 28 pays africains en particulier. Donc ça, c'est sur le continent. L'analyse basée sur des données épidémiologiques spécifiques au sexe révèle que les femmes représentent environ 41% des cas de Covid. Cela varie de 31% au Niger à plus de 57% en Afrique du Sud. Et dans la plupart des pays, les femmes sont un peu moins susceptibles de mourir du Covid-19 que les hommes. Je suis pas en train de célébrer, c'est pas du tout... Génial, moi non, c'est horrible de dire ça. Enfin, la femme zone des êtres humains. Mais quand même... C'est un constat. C'est un constat qui est agréable à entendre. Voilà, et peut-être que pour une fois, d'entendre quelque chose de... Tu vois, que les femmes sont peut-être plus résistantes. Je sais pas ce que ça veut dire exactement. En général, les femmes sont toujours résistantes. On dit toujours que les hommes... On dit toujours les hommes, quand ils ont un rhume, on a l'impression qu'ils vont mourir. Je te dis. Alors que quand la femme, elle a le rhume, elle travaille, elle s'occupe de ses enfants, elle va au boulot, et ben voilà. Donc, alors juste pour information, on ne connaît pas encore les facteurs de cette prévalence chez les femmes ou cette peut-être résilience chez les femmes. On est né comme ça, en fait. Les chiffres, voilà, on est disposé à être forte. Alors, moi, j'ai plutôt un clash. Je clash vraiment ce qui se passe en ce moment sur les réseaux sociaux. Ce sont les sextapes. Depuis quelque temps, on assiste à je ne sais pas si je dois dire une recrudescence ou bien trop de sextapes. Et c'est incroyable. D'abord, on avait la femme qui a surpris son mari en train d'avoir des ébats sexuels avec sa servante. Elle a filmé, elle a mis sur les réseaux sociaux. Deuxièmement, on a les élèves de l'université qui sont en train de faire, je ne sais pas, ils sont à 3 ou à 4 sur un lit en train d'avoir des ébats sexuels. Ils se filment. On a aussi d'autres personnes dans une autre université, des jeunes en plus, en train de se filmer. Une fille avec plus d'autres hommes. Mais je me dis, mais en fait, finalement, là, est-ce que vous savez ce pourquoi ils ont mis les réseaux sociaux ? En fait, c'est incroyable. J'ai l'impression que dès qu'il y a un problème ou bien dès qu'il y a un petit souci, un petit jeu qu'on trouve intéressant, on filme et on met sur les réseaux sociaux. Il faut vraiment que les personnes essaient d'arrêter ça. Il faut qu'ils essaient de se dire que les réseaux sociaux, là, rien ne disparaît. Ça va vous suivre toute votre vie. C'est l'impact. Et si demain, j'arriverai ici, demain, vous voulez briguer des postes dans la société à responsabilité, ça va vous suivre. Ils étaient masqués. Non, mais ils avaient juste un masque là, mais on peut savoir un peu à peu près, tu vois. Le pire qu'a dit, c'est qu'effectivement, j'aurais vu quelque part sur les réseaux qu'ils font même des publicités aujourd'hui pour faire des sex parties. Oui, c'est ça. Oui, venez rendez-vous à telle période, de telle heure à telle heure, c'est 15 000 francs. Vous pensez que c'est tout aussi nouveau que ça? C'est pas nouveau, mais c'est juste avec les réseaux, peut-être que c'est plus facile d'accès. Maintenant, c'est beaucoup plus répandu. Voilà, plus répandu. C'est-à-dire, il n'y a pas une semaine qui va passer sans que tu ne vois un petit sextape quelque part. J'ai l'impression que c'est devenu une mode, quoi. Le truc à la mode. Le truc à la mode, tu vois. Et c'est les universités là qui font ça. Franchement, les enfants, allez à l'école. À l'université en plus. Allez à l'école, s'il vous plaît. Et puis, comme tu dis, moi, c'est surtout pour après la rigueur. Faites ce que vous voulez, mais pensez aux conséquences, pensez à où ça va atterrir. À long terme. À long terme. Voilà. Avec tout le monde qui a le partage facile en deux. C'est dans les téléphones de tout le monde. Surtout pour les jeunes filles, sont toujours beaucoup plus... l'impact est beaucoup plus néfaste. Malheureusement, ça peut entacher réellement ta future carrière. Oui, bien sûr. Quelqu'un fait sortir ça demain pendant que tu es en train de vouloir être mère, c'est fini. Une grande carrière. Sauf si on ne connaît pas demain. Tu sais, les gens changent. Hein. Au début, tu penses que tu es jeune, mais après, tu changes. Donc voilà mon clash. Alors, j'ai aussi un clash. Alors, si vous suivez un peu l'actualité, vous êtes sûrement au fait de ce qui se passe à côté de chez nous, au Sénégal, avec le leader de l'opposition, Ousmane Sonko. Donc, il a été arrêté pour présomption de viol et de menace de mort par une employée, l'employé d'un salon de beauté a porté plainte pour viol et menace de mort. Donc, il a été arrêté et il devait aller se faire entendre au tribunal. Et ses partisans ont envahi les rues de Dakar. On dit non, on ne veut absolument pas qu'il aille se faire entendre, ce n'est pas normal, etc. Et ça a créé beaucoup de heurts parce que les policiers s'y sont menés, ils ont chassé la foule à coups de gaz lacrymogène et tout ça. Et c'est un clash, je ne rentre absolument pas dans le détail qui dit que ce serait pour l'écarter de la présidentielle de 2021. Moi, mon clash vient là où, en Afrique, on a l'impression que dès qu'on parle de l'opposition, dès que des gens sont mécontents, tout de suite, ça devient des conflits où on doit se bagarrer, où on doit limite se tuer, s'entretuer, et qu'on réfère toujours l'Afrique à ça. Moi, je suis un peu
saoulés. C'est vraiment le mot de voir des violences à droite, à gauche en Afrique. C'est toujours nous. Bon, c'est pas toujours nous, hein. Pas que nous, mais c'est vrai que c'est souvent nous. C'est souvent nous. Ouais. Et tout le temps, je sais pas si je dois dire qu'on n'est plus tout à fait libre, mais dès qu'on essaie d'exprimer un mécontentement, ras-le-bol, c'est tout à fait légitime de sortir et de dire je suis pas d'accord avec ça. Au Gabon récemment, il y a eu des casseroles aussi qui ont fait beaucoup parler. Et là, c'est au Sénégal à côté. Et franchement, on n'a pas besoin de ça. On a besoin de paix, de tranquillité, et que chacun puisse librement s'exprimer. Et donc voilà, c'est mon clash. Mais là, de ce côté-là, j'avais envie de te dire, on a encore un long chemin à faire en termes de liberté d'expression, même le fait de manifester qui devrait être en fait un droit pour tout citoyen de n'importe quel pays, c'est vraiment pas le cas. Et au-delà de ça, le problème n'a rien à voir avec un problème politique, c'est un problème personnel qui a été déplacé en politique, alors que non. Mais c'est ça, le truc, c'est que les Africains, on prend tout personnel. C'est ça. Voilà, on déplace tout. Tant que ça peut arranger une situation, c'est ça. Et voilà. Les filles, on est déjà à la fin de cette émission. Cette belle édition spéciale 8 mars. J'espère que vous avez adoré, que c'est un excellent moyen de débuter cette semaine. On se retrouve demain, même heure, même plateau. Bye bye.